Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Alors ça merde un peu ce matin chez Investing côté calendrier économique, mais bon, on y voit quand même l'intéressant de toute façon. Donc aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses à noter, donc si ce n'est 10h30 là dans pas longtemps, c'est déjà sorti. Voilà, bon là IPC. En GBP, on va donc aller regarder ce que ça a pu donner. Sinon, après les stocks de pétrole éventuellement, mais moi après je ne traite pas trop les choses qui sont liées à ça pour l'instant, donc peu d'intérêt sur le pétrole pour ma part. Et puis sinon, c'est ce soir, 20h, et c'est surtout donc le communiqué qui est intéressant. On sait que la hausse de taux est là, c'est donc 2%. C'est quand même un seuil psychologique, donc c'est surtout le communiqué du FOMC qui sera intéressant. La conférence de presse, j'ai envie de dire, bon, ça va vraiment en seconde zone. La seule chose qui intéresse les investisseurs, ce sont les dot plots, c'est-à-dire le positionnement des différents membres du comité de politique monétaire, savoir s'ils sont plutôt 3, 4, hausse de taux cette année. Enfin voilà. Ce qui les intéresse, c'est le rythme attendu pour pouvoir se projeter, savoir donc si la bulle de crédit est bientôt au bord du gouffre ou si on a encore 6 mois à 1 an de folie boursière possible derrière. Donc voilà, c'est un peu ça que le marché va essayer de savoir si il faut commencer d'ores et déjà à penser à rentrer chez soi ou s'il y a encore du punch à la soirée, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut continuer la teuf. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a que ça qui compte. Allez, on va sur le Bitcoin et on commence comme d'hab. Donc par rapport à ce que je vous avais annoncé hier, on est pile poil dans le cadre. Je vais commencer immédiatement donc voilà, par vous rajouter donc, le BTC Margin Short et Long, voilà, ainsi que les volumes. Voilà. Donc c'est très inquiétant, c'est malheureusement ce que je craignais le plus. Les vendeurs spéculateurs se positionnent sur le support et encore une fois, on a très peu d'acheteurs et un volume vendeur qui commence à supplanter. C'est ce qui est le plus craignos, ce qui m'invite à penser qu'on ne va donc pas baisser et il ne faut pas prendre le signal baissier 2 heures. Moi je pense qu'on va tout démonter, retourner tout là-haut. Après on verra. Encore une fois, mais on a des résistances à revisiter ici, un bon paquet, il y a tout ça, ça n'a pas été revu, donc on peut sans problème remonter, effacer tout ça. Alors évidemment, il va de soi que quand on est dans ce type de contexte-là, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était ici, et voilà comment ça s'est produit derrière. Autant vous dire que ça a commencé par un squeeze, donc il se peut très bien, vous voyez, qu'on reste là, et d'un coup, boum, on squeeze, on revient invalider le breakout, ça prend tout le monde à contre-pied. Voilà, bref, moi je trouve que ce qu'on a en face des yeux, c'est très inquiétant, puisque c'est exactement la même pattern qui s'était produite ici. Et regardez, quand on est arrivé là, on a formé un bottom et derrière, on a raclé tous les vendeurs. Attention, il s'agit d'une pattern, ça ne veut pas dire que le marché va nécessairement agir de cette façon-là. Ce que ça veut dire, c'est que la dernière fois que ça s'est produit, voilà comment ça a fini. Attention à ne pas vous faire baiser une nouvelle fois. Je vous rappelle que moi, pour ma part, je m'étais bien fait arracher pendant ce short squeeze. Enfin, j'étais à la vente aussi. Moi, je n'avais pas pris de perte ou une toute petite, puisque j'avais quand même bien vendu. Mais ceux qui se sont amusés à vendre en bas, eux, ils se sont bien fait démonter la tronche. Donc attention à ne pas faire partie de ceux qui vendent une nouvelle fois ce support. Je vous ai donné ce cluster technique hier. Je vous ai dit que si on avait des signaux d'achat là-dedans, ça allait devenir mauvais. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal d'achat à proprement parler. Mais il y a ça, et ça c'est très inquiétant. Regardez la différence du ratio acheteur-vendeur. Là, plus personne n'achète ce support, tout le monde le vend alors qu'il n'a pas cédé. On est sur une zone de support là, je vous rappelle. Ça veut dire que si le support ne cède pas, qu'on remonte chercher les résistances, pour ma part, il y a un paquet de stops astronomiques à déclencher, ce qui veut dire que, autrement dit, tous ceux qui vendent là, bon, les premiers, ils ont un stop là, les seconds ont un stop là, autrement dit, dès qu'on va partir, on va racler tous ces stops d'un coup. Donc je m'attends à ce que là, le marché, je m'y attends, ça ne veut pas dire que je le trade, moi, je suis attentiste ici, mais encore une fois, je vous ai dit de faire très attention avec les supports, mais soyez conscients que là, il y a toute une zone de prix où, très honnêtement, on peut très bien racler tout le monde d'un coup. C'est-à-dire, on travaille la zone ici, ça peut prendre encore 1 ou 2 jours, c'est pas un problème. Et d'un coup, boum, on remonte ici, on arrache tout le monde, et là, effectivement, tout le monde commence à déclencher les stops, ce qui veut dire qu'on a un effet en chaîne qui va faire ici, on squeeze, et puis évidemment, derrière, le marché va continuer de pousser comme un imbécile. Réplique de ça, complètement, dans une amplitude probablement moindre, c'est-à-dire qu'on ne fera pas 15% de hausse d'un coup, on en fera peut-être que 10, et puis derrière, on racle un peu comme on avait fait
on squeeze, on racle, et après, par contre, on rebaissera probablement. Mais encore une fois, il s'agit de fausser le timing. Quand les particuliers vendent un support avant qu'il ait cédé, il y a des fonds spéculatifs qui voient ça, qui se disent « Ok, chouette, vous voulez vendre, moi j'achète, il n'y a pas de problème, je vais vous acheter, et puis comme ça, je vais baiser vos stops, et puis derrière, bah, évidemment, je revendrai. Hein. L'objectif, c'est pas de faire remonter le prix du Bitcoin, c'est juste de vous emmerder parce que vous spéculez. Donc faites attention. Moi, je vois ce risque, je vous y avais averti avant même qu'il arrive. Il arrive, il faut faire gaffe. Voilà. Ça veut dire que là, moi, je pense qu'on est probablement à l'aube de créer un bottom, puisque là, le contexte, pour moi, ça nécessite juste un signal. C'est-à-dire que là, moi, tout truc qui va commencer à reverse bullish, je suis prêt derrière à repasser dans le camp acheteur pour tout simplement remonter de 1000 à 1500 $, hein, pas plus que ça. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va tout simplement, une nouvelle fois, baiser les vendeurs qui se positionnent agressivement avec du levier sur le support. Il s'agit bien d'un contexte psychologique, et ça tombe bien, on va en parler ce soir. Donc ce soir, on se retrouve dans le Discord, et on va parler donc de tout ça. En fait, ici, comment vous pouviez trouver le sommet? Par l'exact opposé. Ici, il n'y avait plus de vendeurs, on était sous résistance, et il y avait un masse d'acheteurs qui pensaient qu'on allait effectivement déborder la résistance. Le marché, il a fait quoi? Bam! Il vous a raclé et il s'est reswingé à la baisse. Là, on est probablement en train de faire la même chose, dans l'autre sens. Tout le monde vend un support qui n'a pas encore cédé. Le ratio acheteur-vendeur est en train de s'inverser. Attendez-vous à ce qu'on range un peu et qu'on reparte. Moi, c'est ce que je pense qu'on va faire maintenant. Je ne pense pas que le marché soit haussier. Je pense juste que maintenant, le signal 2 heures ici, il ne faut pas le prendre. Voilà, c'est simplement ça que je pense. L'inversion du ratio acheteur-vendeur et la polarisation extrêmement violente de ce ratio m'invitent à penser qu'on va avoir un retournement de marché ici. Dans ce cas-là, je ne veux pas revendre trop vite. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Que ce signal, pour moi, il est plus prenable. Le signal d'achat n'est pas encore déclenché. Encore une fois, je vous le rappelle, si vous achetez maintenant, vous achetez hors stratégie. Je vais regarder en 15 minutes quand même si des fois on ne l'aurait pas, le signal, mais ça m'étonnerait. Voilà, on est en train de faire le cycle qui terminerait ce breakout, c'est-à-dire bearish, et là on pourrait trouver le cycle TP bientôt, qui est donc un signal que vous pourrez éventuellement acheter. Là par contre, c'est dans le cadre de la stratégie. S'il y a bien un TP ici ou un exit, qui serait même encore mieux, c'est tradable. Pour ma part, ça peut se prendre. Voilà. Ce sera même probablement un exit vu qu'il y a déjà un TP ici. Donc théoriquement, ce serait un exit. C'est tout ce qu'il y a de parfait pour prendre dans le cadre de la stratégie. Il faut être conscient quand même que c'est un signal 15 minutes. Donc il faudra mettre un stop à dimension d'un trade 15 minutes. C'est-à-dire que là, il ne faut pas me mettre un stop sous les 6 000 $. Voilà. Là, le stop, par exemple, il sera mis ici, on va dire à 6 350 pour quand même laisser un peu de place au marché de travailler la zone. Mais honnêtement, ici, avec un stop à 6 300, avec un signal 15 minutes, je pense que ça se trade. Après, on sécurise le trade ici, c'est-à-dire qu'ici, on remet son stop à break-even. Et si le marché commence à péter tous les stops en squeeze, vous laissez filer. Et vous avez payé le bottom. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut quand même sécuriser le trade, c'est-à-dire quand même un petit TP partiel et garder le stop ici pendant un bon moment. Tant que le marché n'a pas démonté cette zone-là, les 7005, tant qu'on n'arrive pas à ça, là, voilà, tant qu'on n'arrive pas ici, je pense honnêtement que le stop break-even est trop prématuré. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire juste ça, brutalement, et ici on retrouverait des vendeurs. On est bien conscient qu'ici, c'est une zone tenue par les vendeurs. Rappelez-vous, celle-là, je vous en ai parlé, c'est celle où il y a effectivement le bas du chandelier weekly précédent. C'est là où se trouve le gap du futur. C'est-à-dire qu'on peut très bien ici avoir un petit piège. Boum, on revient brutalement chercher le gap du futur. Et au final, on n'arrive pas à déclencher les stops au-dessus et on rebaisse. Dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il faut quand même garder un peu de marge sous le bottom actuel, tout en restant dans ce trade. C'est-à-dire ici, pouf, ça fait achat dans la zone. Ici, vous prenez en gros 15% du trade. Ça suffit pour payer le stop. Et vous avez 85% de la position qui reste en place pour que si le marché arrive à déclencher les stops derrière, on puisse avoir et bénéficier du mouvement acheteur qui pourrait suivre. À contre-pied, c'est un pur mouvement de contre-pied qu'il y aurait. Pour moi, la tendance reste baissière, mais je vous rappelle le contexte en daily. On y revient, parce qu'il faut toujours commencer par là. On est où là? On est sur la target du cycle haussier précédent. C'est-à-dire que normalement, ici, on trouve des acheteurs. Et là, il se passe quoi? Tout le monde vend. Pour moi, il y a un problème. Voilà. Il y a un vrai problème dans la structure de prix. Ne serait-ce qu'au niveau des cycles, il n'y a pas de breakout, il n'y a rien. Donc là, c'est soit effectivement, on ne trouve pas d'acheteurs et on va installer une tendance baissière. C'est possible, mais le problème, c'est que là, si on trouve des acheteurs, il se passe quoi? On va racler tous les stops de vendeurs, ce qui fait qu'on va nécessairement repasser au-dessus de la résistance pour un temps donné. Mais je pense que par contre, retour à 8003, 8004, ça se revend. Mais je pense qu'on peut d'abord emmerder le monde en pétant des stops, un peu comme on l'a fait ici.
Ici, regardez, on est venu là, boum, on a pété les stops, et comme il y avait un gros paquet de stops ici, on est même allé jusque-là pour les déclencher. On est même allé marginalement au-dessus de cette résistance-là, juste pour déclencher des stops. Le marché derrière s'est retourné à nouveau à la baisse. Donc attendez-vous à ce qu'on peut tout à fait refaire la même chose. On revient là, bam, on déclenche les stops, un bon gros coup bien brutal, on remonte au-dessus des 8000 $. Derrière, on racle un peu pour aller choper les stops au-dessus des 8006, éventuellement au-dessus des 8009. Je vois difficilement les prix aller bien plus loin que ça. Et ici, on revend. Et là, par contre, derrière, on pourrait y aller. Pourquoi pas ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marché, il est très dangereux. Il faut lui trouver une structure, d'accord ? Et la structure, on en a déjà parlé, ça peut tout à fait être ça. Hein. Et dans ce cas-là, là, on est dans une structure qu'on appelle un triangle rectangle. Et ça fait A, B, C, D. Le point D se retrouve donc à l'horizontale avec les points A et B. On revient une nouvelle fois faire un point E au niveau de l'oblique. Donc vous voyez que ça nous ramène parfaitement vers la zone des 8007-8009. Et enfin, là, la structure se termine et il nous resterait une vague baissière. Et regardez, si on fait ça, ça va nous permettre de latéraliser un bon moment, de maintenir cette trendline qu'on avait donc pétée. Je vous ai dit, celle-là, pour moi, elle restera support. Si elle reste support, derrière, on vient ici, bam, et là, cette fois, on peut aller racler jusqu'à 3005, 4000, sans problème, parce qu'on aura pris assez d'élan pour se recoller une vague baissière. Donc faites attention avec le Bitcoin. Moi, je ne pense pas qu'il faille être agressivement vendeur, et je vous ai averti de ce risque dès hier, et le pire, c'est que ça arrive. C'était un risque qui, pour moi, c'était pas un risque prédominant, mais je vous en ai parlé avant parce que je ne sais pas pourquoi je sentais que ça allait peut-être se produire. Voilà, c'est en train de se produire. Là, c'est sous les yeux, c'est pas... Les particuliers vendent un support qui n'a pas cédé. Et ça, en général, ça finit pas bien. Voilà. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le support va obligatoirement tenir et qu'on va racler les stops. Ça veut juste dire que si le support ne cède pas, malheureusement, le renversement sera brutal. Par cette distorsion de marché où on a un positionnement très agressif de vendeurs sur un support qui n'a pas encore cédé. Voilà. C'est important et je vous l'avais dit, cette distorsion ne peut se prendre en compte, ne peut être prise en compte que si on est sous une résistance quand on veut avoir un squeeze baissier, sur un support quand on veut avoir un squeeze à la hausse. Voilà. Donc là, on est bien sur support, on a bien la distorsion, on a tout ce qu'il faut pour que si le marché décide de remonter, il pètera un max de stop, ce qui veut dire que le mouvement sera brutal. Allez, je ne fais que redire ce que je vous ai déjà dit. On continue. Voilà. On continue. Donc, les autres, pour moi, c'est tout pareil. Hein, IOTA, Ethereum, pas compagnie. Ça suivra le Bitcoin. Si le Bitcoin fait un long squeeze, vous pouvez avoir de nouveau un bull run sur tous les altcoins, juste pour emmerder le monde. Donc, attention à ne pas vous faire avoir comme la dernière fois. Il est tout à fait possible que ce support tienne. Et s'il tient, on peut sans problème vous recoller un 1000 à 1500, voire 2000 $ de hausse. Après, on rebaissera probablement. Mais encore une fois, si le marché décide de fausser le timing, et je ne serais franchement pas surpris qu'il le fasse, eh ben, il est libre de s'éclater autant qu'il le veut. Je pense toujours qu'on va sous les 6000 $, même assez loin sous les 6000 $. La question, c'est comment ? Et la distorsion de marché ici peut être tout à fait mise à profit par des fonds spéculatifs pour tout simplement racheter les bitcoins que vous vendez avant de vous les revendre plus cher. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est de la pure spéculation. On en parlera donc bien évidemment ce soir 21h dans le Discord. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous posterai le lien sur Twitter de la vidéo qui vous explique comment rentrer dans le Discord et compagnie, tout ça. Donc je vous reposterai ça sur Twitter, bien évidemment. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Allez, on continue parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc aujourd'hui, on a vu le FOMC. Alors donc moi, je vais regarder immédiatement l'euro-yen. Donc pour l'instant, ça va. On tient la zone de résistance. Je ne veux pas l'avoir cédé. Hein. Il va de soi qu'il y a bien une invalidation très claire si ce marché-là devait déborder ici. Donc pour l'instant, ça va. Je vois qu'on peut aller chercher une résistance légèrement plus haut. Elle n'est pas impossible à aller chercher, cette zone-là, cette résistance. Maintenant, bon, pourquoi on irait ? Je me pose la question. Bon, on peut y aller pour une raison simplement technique, pour tester le niveau. Il va de soi que je ne veux pas qu'on glisse au-dessus de ça. Donc je dirais un 130,58. Sur une petite volatilité avec le yen, pourquoi pas, mais j'aimerais surtout effectivement voir le yen recherché et du coup l'euro-yen se péter la gueule. Ça, c'est vraiment ce que je recherche. Mais encore une fois, c'est pas moi qui fais le marché.
Donc pour l'instant, je dis prudence, prudence, patience, c'est essentiel. Mais voilà, voyez, on peut très bien être dans une phase de préaccumulation comme on était là, hein, où ça tergiverse un petit peu, avant, boum, de recoller les vagues haussières. Donc c'est tout à fait possible, vous voyez, ou dans un cas comme ça, où on accumule un peu avant de, bam, d'envoyer les vagues baissières. Donc voilà, il ne faut pas précipiter les choses, je pense, pour l'instant. Restez patient sur l'euro-yen, mais je pense que ça devrait déclencher cet après-midi. On verra tout ça. Sur le GBP, bon ben voilà, on arrive sur la deuxième zone d'achat. J'ai donc mon achat exécuté sur le support parfaitement. Le catalyseur me permet de trouver le prix que je recherchais. Il y a bien une invalidation sur ce scénario. Si on bascule sous le TP ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il y a bien un stop loss, mais j'ai exécuté un renfort ce matin sur le prix qui avait été annoncé d'ores et déjà et anticipé. Si on vient ici, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'on retourne chercher le support majeur. Donc c'est un achat et des TP par là. On est bien toujours dans le cadre du scénario. Ici, je vise toujours un TP1 sur ce scénario-là. Donc, je vais remettre à jour les Fibos. Ben voilà, bon, j'avais déjà anticipé le truc. Hein, voilà. Donc, on y est, on est bon. Un peu de patience, donc, et je pense qu'on peut viser. Vous voyez que tout annonce le retour vers cette zone-là. Donc, après, au sein d'une vague 3, au minimum ici. Ça peut aller beaucoup plus haut. Hein, je pense que c'est le cas. Mais je pense qu'ici, il faut quand même prendre un petit TP si on joue les achats sur le GBP USD. Voilà, sur la partie AUD-NZD, ça continue toujours de chuter tranquillou. Voilà, je pense que sans trop de problèmes. Hein. Là, on a bien l'invalidation pure et simple de la tentative de double bottom. Je pense que le retour ici, soit si ça tient une nouvelle fois, qu'on a un triple bottom, alors là, vraiment intéressant. Mais vous voyez que le marché échoue, hein, on ne vient même pas chercher la zone de vente. Donc le point B, je pense qu'on l'a bien trouvé là. On va mettre à place nos Fibos pour essayer de voir si le marché ne peut pas tenter d'aller un peu plus bas, pour savoir où gérer le risque. Hein. Voilà. Donc on voit que le marché pourrait aller un peu plus bas, donc je dirais la zone peut-être ici. Mais après, normalement, on ne doit pas trop rentrer dans la zone de la une, hein, ici. Normalement, on doit rester... ça doit vraiment faire un support. C'est-à-dire quand on vient là, ça peut être qu'une mèche. Donc il faut faire attention. On voit qu'on a des catalyseurs. Il est tout à fait possible, vous voyez, que le marché fasse un BAM, vienne chercher la zone, qu'on ait une petite réplique derrière, vous voyez, une petite poussée juste pour aller déclencher ici. Normalement, on ne doit pas rentrer dans cette zone-là. Donc moi, je dirais vraiment, c'est ce cluster-là qui est très intéressant. 50% de retracement, la vague ABC à 100%. On va mettre l'autre extension, hein, l'extension classique du WXY. Donc on va se placer là, au sommet du X. Voilà, vous voyez, franchement, il y a un gros cluster. Donc ça nous donne ici, très précis. Voilà, donc moi, je vais le mettre là. Hein, voilà, donc le cluster technique, il est là. Donc moi, je vais jouer une entrée spéculative ici. C'est clair, hein, la UDNZD, je vous dis, j'achète tous les pullbacks. Donc ici, je vais jouer. Donc une entrée spéculative qui se ferait en deux temps, soit là, soit là. Mais alors par contre, celle-là, petit levier. Voilà. Ici, je mets un bon levier. Là, un tout petit levier, c'est histoire de dire que j'aurais chopé le point bas. Mais c'est surtout sur celui-là que j'ai une bonne confiance, mais voilà, il restera ce petit support qu'on peut traiter également, donc gardez peut-être un petit peu de jus disponible. Si ce prix est offert, je pense qu'il est assez intéressant. Je dirais qu'il faut toujours mettre un stop ici, hein, c'est-à-dire sous la vague 2, si on devait vraiment basculer là-dessous. Je pense qu'il faut sans problème commencer à penser à l'invalidation des renforts, hein. Je ne parle pas de l'invalidation de la stratégie globale, je pense qu'ici, en tout cas, il faut commencer à sortir de ce cadre technique pour se dire qu'on va vers des choses plus inquiétantes. Voilà. Donc là, moi je dirais sous ce support-là, si on devait glisser sous ça, ça devient assez sanglant. Donc voilà, moi je mettrais un stop ici sur les renforts. Donc la partie renfort là serait donc stoppée ici et je reviendrai donc au levier précédent dans le cas de ce scénario-là. Voilà pour la partie FX, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. On part sur les taux, donc vous voyez que ça commence à rechuter un peu sur les taux, c'est exactement ce que j'anticipais. A, B, C, vague 1, 2, on s'attend à une baisse sur les taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions vont probablement se péter la gueule. Donc moi je m'attends évidemment ici à ce qu'on ait un sous-décompte de type 1, 2, 3, 4, 5 pour venir chercher une vague C. Je pense que là on est à l'aube donc effectivement d'un petit sell-off sur les actions. Pas de petit sell-off, hein, je vous rappelle, je ne pense pas non plus à un cataclysme boursier, mais on va probablement essayer d'initier des swings qui devraient derrière procurer des baisses. En tout cas, ici, tout annonce qu'on a une baisse. Hein, voilà. Donc moi, je repars
pas à la vente des taux, parce que je vous rappelle, les taux, moi je ne les joue qu'à l'achat en couverture au cas où les indices montent, parce que moi si les indices montent, je n'achète pas d'actions, je vous l'ai dit. Et si les indices montent, les taux vont monter beaucoup plus fort. Donc, comme ce marché est beaucoup plus liquide et beaucoup moins manipulable sur les taux à 10 ans, moi, c'est ce marché-là que je choisirai. Je n'achèterai pas les actions, je vous l'ai dit, et ça, je tiendrai quoi qu'il arrive. Je n'achète plus une seule action depuis pratiquement un an, sauf quelques cas isolés, comme par exemple General Electric. D'ailleurs, vous voyez que Wall Street, c'est pas du tout ce qui les intéresse. En fait, les seules actions qui sont achetables, Wall Street s'en cogne. Au contraire, il faut s'en délester. Elles sont pas chères, elles sont pas intéressantes. Donc, il faut sous-pondérer. Par contre, il faut surpondérer toute la merde. Évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne à Wall Street. Tesla, Apple, toute cette saloperie, il faut la surpondérer puisque c'est elle qui fait la performance. Voilà. Donc, vous avez compris la connerie dans laquelle on est à Wall Street. Mais encore une fois, le marché peut rester con très longtemps. Donc, patience. On est bien donc sur la zone qui était escomptée ici, sur les 10 ans américains. Je m'attends donc à une consolidation. Évidemment, il va de soi qu'ici, sur cette structure de conso, une fois qu'on atteindra les targets, d'accord, target qui est assez facilement identifiable, vu qu'on vise un ABC, vous connaissez normalement la structure, voilà, ça fait 100, 127, donc normalement on vient ici sur les taux, voilà, dans une structure, vous voyez bien sur les taux comment elle est la structure, c'est souvent de la vague 5 étendue, donc là ça ferait 1, 2, il faudrait s'attendre à une 3 de même amplitude, une 4 ici, et évidemment une 5 où tout le monde s'engouffre. Donc vous attendez pas à un cataclysme boursier nécessairement aujourd'hui, moi je pense que ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, c'est un renversement tout doux de la tendance, et donc probablement aujourd'hui on rebaisse, on casse le support, mais on fait des vagues pas non plus, voilà. Bon, quoique là on a quand même fait une grosse vague 2 en retracement, donc non, je pense qu'on peut avoir une 3 étendue. Donc c'est plutôt ce schéma-là que je vois, voilà. Donc la 3 qui viendrait par exemple là, et je verrais bien un schéma comme ça. Donc là, s'attendre effectivement, probablement un décrochage un peu brutal sur les actions. En termes de timing, on peut utiliser généralement la vague C et à peu près de même degré que la vague A. Alors si j'arrive à la pécho, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc ça nous ferait à peu près ça en termes de timing. On est sur du 100%. Voilà, donc attendez-vous quand même à un truc un peu plus brutal. Voilà, ça nous ferait, moi je pense, un truc un peu comme ça en termes de timing. Voilà, là on est sur du combien? J'ai mis 1, 2, 7, 2. On peut se mettre 1, 618. Voilà, donc je pense à peu près par là où il faudrait considérer la fin du mouvement. Donc un point C à voir effectivement. Donc ça nous donnerait un marché là baissier ou consolidant sur un horizon d'une semaine. Voilà, une bonne grosse semaine boursière. On pourra avoir donc une semaine boursière baissière. Et après, on voit. Et après, ici, si ça ressort des taux et que ça retourne dans le marché action, voilà, ce qui est fort probable, encore une fois, avec des taux à 2,50, les mecs peuvent se dire, ok, bon, allez, on reprend du risque, on revend du VIX, on rachète des actions. Donc si c'est ça la stratégie qui est mise en place, derrière, il va de soi que moi, je repars à l'achat des taux et pas à l'achat des actions. Voilà, il faut faire un choix, je pense, actuellement dans ce marché. Maintenant, à vous de faire le choix. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, je vous dis simplement ce que moi, je fais. Voilà. Donc je m'attends à un retour de volat, mais il va de soi voilà, qu'avec un VIX à 12, on est bien pour le moment sur un pullback, mais je veux voir ce putain de marché franchir des résistances. Quoi. À chaque fois, ça échoue. Voilà, regardez, hop, bam, on échoue à franchir la résistance. Au bout d'un moment, on va peut-être y arriver quand même. Et je me dis, le truc, c'est qu'effectivement, si on y arrive et que d'un coup, c'est panique à bord, pourquoi on n'irait pas chercher les 30 quoi. Donc moi, je pense que dans un premier temps, c'est quand même la zone des 21 qui devrait aborder. Pour les raisons techniques dont on avait parlé, c'est ici que la manipulation a commencé. Donc il me semble normal qu'on revienne visiter ces prix. Même chose sur le S&P 500. C'est-à-dire que pour moi, la réciproque, c'est ici que la manipulation s'est déclenchée. Pour moi, c'est ici qu'on doit revenir. Et je pense que le S&P va revenir chercher cette zone-là dans un premier temps. Après, je ne sais pas exactement ce qui se passera. Et je vous dis, soit on vend à nouveau, soit on achète, on vend des T-bonds à mort. Et dans ce cas-là, les taux remontent. Et autant vous dire que si le pognon retourne dans le marché action, c'est le nouveau sommet historique derrière. Mais encore une fois, moi je le traderai dans ce cas-là, mais via les taux, pas via les actions. Voilà, c'est une option. Soit derrière on échoue, les taux restent recherchés, et derrière, après, on déclenche le mouvement de correction baissière, où là, on enclenchera probablement des baisses beaucoup plus fortes. Pour vous dire un truc, Wall Street va probablement pas tout cracher d'un coup. Wall Street va revenir tester un support. Si on peut basculer dessous, c'est génial. Si on pouvait venir ici à 2665, ce serait parfait.
Mais il faut vous attendre quand même à ce qu'il y ait un premier pullback. Wall Street veut de la visibilité, ce qui fait que Wall Street fait tout pour ne pas froisser l'investisseur. Il faut que tout soit limpide, il n'y ait pas de risque, il y ait peu de volatilité. Le problème, c'est qu'évidemment, si cette jolie mécanique, elle commence à merder et que tout le monde panique à nouveau, bah effectivement, on peut avoir un truc où ça devient un scénario noir. Mais voilà, moi je pense pas. Je pense que de toute façon, on voit bien que la main invisible, elle est toujours à l'œuvre. Elle a fait ces 3 manipulations ici. Pourquoi elle ne ferait pas remonter les prix une nouvelle fois derrière pour que tout le monde ait bien une porte de sortie? C'est ce que les investisseurs pensent. Ils pensent tous que si ça doit baisser, on aura une porte de sortie. Je vous rappelle quand même qu'ici, la porte de sortie, ils l'ont attendue longtemps. Hein. Voilà. Donc, faites attention. Ça peut chuter comme un couteau. Maintenant, bon, il ne faudra pas non plus être surpris s'il devait y avoir ce genre de pullback. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre non plus tout votre levier d'entrée de jeu en haut. Maintenant, il va de soi que moi, si on commence à casser, pas le premier support, celui-là, il ne faut pas renforcer dessus. Mais admettons que voilà, si on casse ce support, qu'on commence à arriver directement sur cela, moi là, ici, je commence effectivement à prendre des renforts baissiers. Hein, voilà. C'est-à-dire que la cassure de ces supports-là, c'est là où je renforcerai mes positions. Pour effectivement, si on est dans ce cas-là, où c'est un marché qui a un couteau qui tombe. Voilà. Mais je pense qu'on aura quand même des pullbacks. Voilà mon scénario donc sur le S&P 500. Il en va de soi sur tous les autres indices. Donc que ce soit Hang Seng et compagnie, voilà, regardez la séance du Hang Seng cette nuit. Ah, magnifique. On a franchi une résistance sur le Hang Seng? Non, non, toujours pas. On a tenté une sortie haussière du triangle? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va donc faire dans la suite? Et probablement une sortie baissière du triangle. Voilà ce à quoi je m'attends. Hein. Donc moi, de toute façon, je reste vendeur Hang Seng, JPN, FTSE, Eurostoxx et S&P 500. Tant que ça, truc-là, ne s'est pas pété la gueule, je reste vendeur. Tant qu'on n'a pas invalidé mes scénarios, je reste vendeur. Et vous voyez que, par exemple, sur le Hang Seng, on vient chatouiller les stops, mais ça ne déclenche pas, encore une fois. À chaque fois qu'on vient chercher des résistances, il y a des vendeurs. Donc, s'il y a des vendeurs, c'est que soit on est dans un range, soit, en tout cas, on n'est pas en tendance haussière. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et il faut que ça rentre dans leur crâne. Tout le monde pense qu'on est en tendance haussière, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans un range, et comme on est sur des prix très attractifs pour vendre le haut du range, je comprends qu'il y ait des recherches de vente dans ce marché. Encore une fois, je vous l'ai publié hier sur Twitter, je pense que la stratégie de cette année, celle qui est faite par la plupart des investisseurs dans les fonds, dans les gros fonds, dans les grosses gestions à Wall Street, c'est de vendre les actions à long terme, c'est-à-dire qu'on distille, on revend les actions qu'on a achetées à très bas prix au début du cycle économique, celles-là on les revend, donc on fait des ventes de long terme, mais on vend de la volatilité en même temps pour que les spéculateurs à court terme continuent d'acheter. Parce que je vous ai expliqué ce mécanisme-là, quand vous avez d'énormes volumes à exécuter et qu'il y a très peu d'acheteurs, il faut que les acheteurs restent dans le marché. Donc, quelle a été la stratégie qui a probablement été choisie depuis l'année dernière pour distiller le volume vendeur doucement mais sûrement sans créer de panique dans le marché? Eh bien, on fait ça, on vend les actions mais on vend de la volate. Comme ça, en fait, c'est complètement antinomique, puisque normalement, si vous vous dites les investisseurs vendent leurs actions, c'est qu'on va s'attendre à de la volatilité. Mais non, justement, on vous vend de la tranquillité en même temps, pour que vous continuiez d'acheter. Mais vous achetez quoi, en fait? Vous achetez ce que ces fonds-là vous revendent, alors qu'ils l'ont acheté il y a 6 ans ou 8 ans. C'est ça la stratégie. Et moi, pour moi, ça n'a qu'une fin derrière, c'est que ça se pète la gueule. Une fois que vous avez pris votre volume acheteur, une fois qu'ils auront exécuté leur volume vendeur, mais vous croyez qu'ils vont racheter? Non, ils vont racheter 15% plus bas. Mais s'ils vendent, c'est qu'ils anticipent que les prix vont baisser. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ils vont peut-être en racheter une partie de leurs actions. Encore une fois, moi je pense qu'on est dans des ranges, et je pense que des achats d'actions sont quand même possibles, mais sur des niveaux de support qui sont bien en deçà de ce qu'on connaît actuellement. Voilà. Mais encore une fois, on est dans des ranges, sauf que ça ne se voit pas sur les prix, puisque là, théoriquement, franchement, vous prenez le S&P 500 comme ça, hein, vous vous dites, ouais, effectivement, si c'est un range, là, on est sous une résistance, et bam, voilà. C'est ça moi, tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce qu'on s'arrête. Pour moi, ça, c'est de l'exubérance totale. C'est-à-dire que ça, je ne pense pas qu'on y retourne. En fait, si vous prenez le S&P 500, tout comme le Nasdaq, hein, on va en parler juste après, regardez. En fait, pour moi, c'est aussi simple que ça. Tout ça, on peut supprimer, il n'y a pas d'intérêt. Alors, je vais garder celui-là quand même. Quoique, même pas. Voilà. Donc, il faut vous dire un truc. Si vous prenez mon scénario, voilà comment on est. OK ? Pour moi, ça, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, ça, c'est la connerie ambulante au possible. Je pense qu'on n'y retournera pas. C'est-à-dire que cette zone-là, ici, il y a bien eu résistance.
Et voilà, en fait, vous dites ce prix-là, là, quand on était au 15 janvier, tout ce qui s'est passé au-dessus, c'était juste pour racler les stops. Hein, donc c'était en pur permabulisme, enfin en pure formation de bulles. Donc là, c'est que du stop de vendeurs qui a sauté au-dessus de ça. Il n'y a pas d'intérêt acheteur dans cette zone de prix. Là, en gros, ici, c'est que des algos qui ont acheté pour racler les stops de ceux qui s'amusaient à vendre. Hein, voilà. C'était aussi simple que ça. Donc, vous prenez tout ça. J'ai même envie de dire que ça pourrait prendre un peu plus bas. Voilà. Prendre ici, comme ça. Regardez, à chaque fois qu'on vient là, ça vend. Ah merde, c'est con, puis à chaque fois qu'on revient par là, ça achète. C'est problématique quand même. Vous vous rendez compte en fait que ça, c'est juste un gros range à la con. C'est juste un gros range débile. Donc en fait, ici, normalement, il faut vendre. Il ne faut pas chercher à se poser la question. Et encore une fois, on est rentré de ce range par où? Par le nord. On va en sortir par où? Normalement par le sud. Et on va faire quoi? On va reporter le range. Vous voyez, ça nous ramène où ça? Sur les targets que je vise. Tout bêtement, mais vraiment tout bêtement. Alors maintenant, je vous dis, je me suis peut-être trompé sur le timing, mais encore une fois, je pense que ce marché reste très nettement vendeur et que quoi qu'il arrive, on visera des extensions de la première phase de baisse. Et vous voyez, ça nous ramène par là. En tout cas, sur cette zone-là, ces supports-là, je pense qu'on va les revoir. Il y a pas je vois difficilement comment on pourrait s'affranchir de ça. Et dans ce cas-là, ça fait un scénario en 3 étapes, avec une target 1, une target 2. Et comme on a fait les cons à la hausse, moi j'anticipe qu'on pourra aller plus bas, éventuellement chercher une target 3 à 2230 $. Ici, j'achète sans problème. De ce 2230 $, je suis prêt à acheter de l'indiciel, c'est-à-dire à acheter du package américain. Là, moi, je n'achète pas de package américain, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et les gens achètent. Voilà, encore une fois, les gens achètent, malgré les prix stupidement haussiers. Et encore une fois, ça, c'est pas haussier pour moi, c'est plutôt une structure de range. Mais encore une fois, tout le monde voit ça comme de la tendance haussière. Et voilà. Mais ça, en fait, c'est une inertie psychologique. On va en parler ce soir, ça fait partie des choses dont on parlera. C'est que le marché n'est pas supposé avoir de mémoire, mais au bout d'un moment, les gens en ont une. C'est-à-dire que là, en fait, on a été tellement habitué à la hausse et à la faible volatilité que ce schéma, il est ancré dans les cerveaux des gens et ils continuent de l'appliquer pensant qu'on est comme dans l'année 2017. Et qu'en fait, là, on est en train d'éteindre la volatilité pour se diriger vers un marché qui va refaire ça, comme en 2017. C'est exactement ça que le marché pense. Il pense qu'on en est là. Voilà, et qu'on vient de tuer la vol, et qu'au bout d'un moment, après, on va repartir comme ça en vertical. C'est vraiment ça que Wall Street pense. Hein. Il faut vous le dire, dans la tronche aujourd'hui des investisseurs à Wall Street, ils s'attendent à un petit pullback aujourd'hui, et puis derrière, à racler les vendeurs, et puis petit à petit, plus du tout de volatilité. Ouais, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va vers de moins en moins de volatilité, et puis effectivement, là, on vise les 3200 et autres conneries que vous avez pu voir sur tout un tas d'analyses complètement rocambolesques. C'est pas impossible, encore une fois. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on a vachement plus de chances d'aller faire ça, de racler un bon paquet de monde, d'installer le gros range, et ensuite, on remonte et on ira chercher légèrement plus haut, par exemple les 2900, 3000, l'année prochaine, et après terminer. Game over. Vague 4, vague 5, fin du cycle économique, bear market. Moi, c'est ça que j'attends, en fait. Mais c'est ce que je trade, parce que je vois les signaux qui corroborent ça. J'ai que des signaux vendeurs, je vends, point barre. Maintenant, l'intérêt, c'est de trouver le prix. Voilà. Et aujourd'hui, on a le catalyseur. Donc, on va voir si le catalyseur permet de sortir de cette zone de range extrêmement dangereuse, ou si, au contraire, c'est la fiesta à bord, tout va bien, il n'y a pas de risque, et au contraire, dans ce cas-là, effectivement, on revient chercher un petit support, on valide, et on sort de cette zone de range. Ce n'est pas impossible, encore une fois, mais moi, je dois choisir un camp, et je pense que c'est ce camp-là que je choisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choix. Soit on fait un tout petit bear market, soit on fait une toute petite baisse, on revient chercher les supports et ça paye. C'est-à-dire la trendline ici est payée une nouvelle fois. Franchement, dans ce cas-là, ça veut dire que Wall Street n'a peur de rien. Wall Street, c'est dans ce cas-là ultra bull, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Vous voyez, si le marché fait ça, je pense qu'on s'attend à une baisse brutale là où on va effacer probablement 4-5 jours de cotation avec la volatilité de la Fed. La question, ça va être de savoir où on s'arrête. Si on vient jusqu'ici, très très intéressant, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs que ce que les mecs essayent de vous vendre. Et ça, moi, ça va me plaire, parce que ça m'orientera sur le scénario baissier. L'autre option, c'est ici on trouve vraiment beaucoup de boules, ça achète à mort, et dans ce cas-là, 2730 est constitué comme un support. La trendline relance la tendance, et je pense que dans ce cas-là, je vois très peu de probabilités pour qu'on sorte du cadre où en fait il n'y aura plus de volat et on aura effectivement dans ce cas-là peut-être une réplique de 2017. C'est pas impossible, mais moi je n'y crois pas une seule seconde. Wall Street essaie clairement de vendre ce scénario-là à tout le monde. C'est clair et net, hein. Wall Street veut vous vendre ce scénario-là. La question, ça va être quelle va être la clôture ce soir. Voilà.
Donc on verra tout ça, soyez prudents. Voyez que, vu la tronche du marché, on a de la place pour aller mécher au-dessus de ce merdier. Il est tout à fait possible que la réaction initiale soit haussière ce soir à Wall Street. Ce qui m'intéressera, c'est la clôture. C'est-à-dire qu'on peut très bien ce soir à Wall Street, boum, venir chercher la résistance ici juste pour emmerder le monde. Il faut vraiment que l'invalidation d'un scénario vendeur soit au-dessus des 2830. C'est vraiment un minimum et j'ai envie de dire, il faudrait même mettre à 2840 pour vraiment invalider ce scénario-là, puisque toute cette zone-là, c'est une zone dans laquelle il y a probablement beaucoup de stops. Mais encore une fois, voilà, moi je vous parle de ça, on va en parler ce soir également dans la psychologie. Je sais que l'émission est un peu longue aujourd'hui, mais je prépare déjà le terrain pour ce soir. Voilà. Vous venez ici, 61% des clients sont positionnés à la baisse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc sur le ratio acheteur-vendeur sur le Bitcoin, chez BitMEX. Non, chez Bitfinex, pardon. Et voilà. Là, vous avez la même chose. On est sur 61% de ratio. On n'est pas du tout sur des niveaux complètement fous comme du 80%. Ça veut dire que là, il y a des stops à déclencher, certes, parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, malgré le fait que le marché monte. Mais encore une fois, on n'est pas sur des ratios achat-vente qui sont complètement stratosphériques et qui peuvent déclencher des stratégies spéculatives. Donc il faut quand même se prémunir contre le risque, parce qu'il y a quand même plus de vendeurs que d'acheteurs dans un marché avec des prix qui montent. Ça veut dire qu'il y a quand même des stops à disponibilité du marché. Mais je ne pense pas qu'on ait la nécessité, si vous voulez, de lancer des stratégies à plusieurs milliards de dollars pour essayer d'aller chasser les stops au-dessus des 2800. Donc je m'attends à ce que la Fed aujourd'hui, boum, ça chute, point barre. Mais attention, il faut quand même se prémunir contre le risque. Il y a bien une résistance ici qui n'a pas été revisitée. Le marché peut décider que le blocage, il est là. Voilà. C'est-à-dire que le marché peut vouloir juste tester le niveau pour le rejeter brutalement. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, bam, on monte ici, on teste le niveau, ça rejette à la clôture. Et dans ce cas-là, on aura une grosse mèche haute. Et autant vous dire que demain, ça va shorter violent derrière. Il est possible que, par exemple, Fed, ça se passe bien, et demain, BCE, ça se passe pas bien, le marché monte aujourd'hui, fait une mèche, demain, on enfonce tout. C'est tout à fait possible. Encore une fois, le comment on arrivera sur les points de swing, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a un point de swing, il y en a un autre au-dessus à 2823, et l'autre gros point de swing, c'est 2730 ou 2600, 2700. Et par là, il y a des gros points où, effectivement, on peut trouver des swings en daily. Et c'est donc des points où les stratégies en 2 heures peuvent être intéressantes. C'est là où il faut gérer son risque en 2 heures. Sur cette zone-là, et éventuellement donc proche de la zone des 2820. Le stop doit obligatoirement être au-dessus de cette zone-là. Vraiment obligatoirement. Allez, voilà. Donc, de toute façon, pour moi, le décompte est terminé. Je vois bien le sous-décompte des vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc, pour moi, je ne vois pas de raison d'aller au-dessus. Mais il y a un catalyseur. Donc, attention à ne pas vous faire péter sur de la volate. Mais pour moi, ça semble très intéressant de rester vendeur. Je suis vendeur, très nettement, sur toutes les equities du monde entier. Voilà, c'est Chine, Japon, Angleterre et Europe, parce que moi je prends l'Eurostoxx 50. Maintenant, le DAX peut totalement être mis à profit. Pour moi, c'est très 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 faible. Les signaux qu'on a en ce moment sur l'économie allemande sont extrêmement dangereux. Le DAX peut être un très bon vecteur de vente. Moi, j'ai choisi l'Eurostoxx, donc je ne vais pas rempiler avec un DAX, mais voilà. Donc moi, c'est Eurostoxx, S&P, FTSE, JPN, Hang Seng. Je short les 5 principales zones économiques et point barre. Toujours à l'achat du VIX. Je vais me reporter sur la prochaine expiration, puisqu'on est donc le combien ? On est le 13, ça expire le 16. Donc on va voir si la volate reprend aujourd'hui ou pas. Si ça ne reprend pas aujourd'hui et qu'on stagne, je me positionnerai donc sur la prochaine échéance, c'est-à-dire l'échéance qui nous amène jusqu'à mi-juillet. Et je pense que le marché aura du mal à tenir jusqu'à mi-juillet. Enfin, on verra, mais bon, voilà, de toute façon, le VIX, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc le gold, toujours le même merdier, on en parle évidemment. Ça continue d'essayer de chasser un maximum de stop, donc il faut rester très prudent. Là, on commence à retrouver les signaux bullish. Là, il y a bien un double signal acheteur qui est en train de se mettre en place. Je m'attends évidemment à ce que ce marché, à tout moment, bam, ça, la liquidité arrive dedans. Maintenant, il faut faire attention également, il y a bien un stop obligatoire sur cette stratégie à cause du risque dollar. Voilà.
Le reste, il n'y a rien d'autre à dire. Le gaz, c'est toujours en suspens. Ça ne veut pas franchir la résistance, mais ça ne franchit pas les supports. Les junk bonds, on est toujours sous résistance et on va voir si ça franchit aujourd'hui. Si ça achète du junk bond, vous savez ce qu'ils vont faire avec les actions. Voilà. Maintenant, attention, on est sous la résistance. Si ça reflue aujourd'hui, vous savez également ce qui va se passer. Si on revient chercher le support sur les junk bonds, ça cède, c'est game over et on n'en parle plus. Pour l'instant, on est juste dans un bon gros range, un trading à crétin, c'est-à-dire que vous venez là, vous dites boum, voilà, pour le moment, ça c'est la structure du range, on est dedans. Et voilà, soit on en sort par le haut, tout va bien, mais vous voyez que bon, pour l'instant, là, on est un peu aussi dans un truc qui fait un peu n'importe quoi. On est légèrement passé sous le support précédent, on est en train de tester la résistance, ça peut très bien monter un peu, rebaisser derrière. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, donc, c'est regarder donc les junk bonds, comment ça va se comporter aujourd'hui, mais ça peut être intéressant donc d'éventuellement jouer. Moi, je peux pas traiter les junk bonds, hein, voilà, mais c'est comme ça que je le gérerai. Même chose donc en daily sur le marché repo, hein, attendez-vous aujourd'hui à ce que le repo bam, se casse la gueule, enfin, rebascule de nouveau au-dessus des 2%. Les taux d'intérêt à long terme comme ils vont augmenter, comme le taux directeur de la Fed passe à 2%, mécaniquement le repo devrait passer lui aussi au-dessus des 2%. Et donc, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où repo s'installera durablement au-dessus de 2%, on n'achètera plus les supports à Wall Street parce que ce sera trop cher. D'emprunter pour prendre du risque. À court terme, hein, j'entends bien. Et comme je vous dis, ça veut dire que ça tuera dans l'œuf toutes les stratégies de court terme à Wall Street, et il n'y a que ça qui soutient le marché. La spéculation se fait à court terme, avec des emprunts de court terme, et ces emprunts de court terme, ils ne se font pas sur un 10 ans US, ils se font sur du marché repo. Donc si vous coupez la liquidité sur le marché repo, vous coupez toutes les stratégies de court terme, et mécaniquement, s'il n'y a plus de stratégie d'achat de court terme, les seules stratégies d'achat viables seront donc des achats de moyen terme, qui ne peuvent se faire, malheureusement, comme je vous l'ai dit, que 10 à 15% plus bas. Donc, si le marché est rationnel, il va devoir baisser pour retrouver des prix attractifs. Si le marché est irrationnel, il va partir dans une grosse bulle et on va avoir donc une fuite en avant parce qu'il y aura une hausse des taux d'intérêt à court terme, ce qui veut dire qu'il faudra augmenter la rentabilité des trades spéculatifs. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir, plus le repo va monter, plus les actions vont monter. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est la formation de bulles. On est sur des mouvements paraboliques qui ne peuvent pas durer dans le temps. Et derrière, évidemment, vous savez comment ça se termine, puisque quand on crée une bulle, derrière, on se prend la calotte et ça fait mal. Et évidemment, derrière, tout le monde en pâtit, même l'économie réelle. Voilà. Allez, je fais que tourner en rond sur des scénarios que vous connaissez. Tesla, hier, j'ai tenté une vente, j'en suis ressorti. Alors, j'ai un peu les boules, parce que franchement, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça clôture aussi violent. Hein. Je vais être franc avec vous. Bon, d'ailleurs, ceux qui discutent avec moi en privé le savent. Tesla, hier, je les ai vendus à l'ouverture et à 352 $. J'ai tout ressorti à peu près par là, moi. C'est-à-dire, j'ai tout ressorti au cours d'ouverture. Voilà. Et au final, on tient la clôture en négatif. Donc, je suis un peu déçu, en fait, de ne pas avoir tenu mes trades sur Tesla. Parce que ça semble mauvais hein, sur Tesla, là je préfère être franc, encore une fois, vague 1, 2, 3, 4, 5, et si on a terminé la 5 ici, et qu'on se remet à casser des supports, alors pour l'instant on ne casse pas de support, on revient les chercher, mais la question ça va être Tesla, si aujourd'hui on refait ça et ça, franchement, moi je pense que ça se vend Tesla, et dans ce cas-là ça c'est une vague 1, 2, et derrière on aura une vague 3 qui cassera les supports, et ça peut sans problème repasser sous les $300, et ça repasse sous $300 à Tesla, derrière c'est l'hécatombe, et on repassera sous 200 derrière. Hein. Donc attention à faire gaffe, Tesla ça n'a pas franchi de résistance, donc on est toujours dans le cadre du scénario vague 1, 2, 3, 4. Encore une fois, des mèches sont possibles, mais tant qu'on ne franchit pas ça, théoriquement, il n'y a pas d'invalidation du scénario de Tesla. Maintenant, hier, ça a été tellement punchy que pour ma part, j'ai préféré sortir des gains, mais j'ai encaissé des gains hier, hein, c'est-à-dire que ces gains sur Tesla, je vais m'en servir pour payer mes stops, hein, qu'on soit bien d'accord, s'il faut rentrer sur Tesla, je vais y aller. Mais hier, je l'ai senti un peu mauvaise et je me suis dit, oula, ils essaient de nous arracher les stops, donc je vais plutôt prendre mes gains tant que j'en ai, plutôt que d'aller faire le couillon à rester sur un marché overnight avec la Fed qui arrive aujourd'hui. Donc je vais voir ce que la Fed fait aujourd'hui par rapport à Tesla et on va voir un peu tout ça. Voilà. Mais donc si ça bloque aujourd'hui et que Tesla se repète la gueule et nous fait un avalement baissier avec une clôture sous les 338 ce soir, Tesla je reprends direct, hein, qu'on soit bien d'accord, ce sera short qui peut avec la même invalidation, toujours les mêmes targets et je déclencherai le scénario. Voilà. Mais pour l'instant ça me semble un peu dangereux, donc hier j'ai préféré sortir. Mais j'ai quand même pris le trade, encore une fois, je vous l'ai dit, je vous ai donné les niveaux, je les ai tradés, hein, qu'on soit bien d'accord. Je préfère être franc, hein, à l'ouverture on a ouvert direct sous une résistance avec un gap, ce qui fait que j'ai pris un tout petit trade ici, j'ai pris un gros trade là-haut, et évidemment j'ai tiré un beau gain, mais j'ai préféré tout sortir plutôt que de rester en position. Voilà.
Donc je ne sais pas où on en est sur les after hours à Tesla aujourd'hui. On verra ça plus tard. On verra la session cet après-midi. Mais ce qui est important, c'est donc la clôture ce soir. Si ça vend à Wall Street et que ça vend Tesla, il faut revendre. Hein. C'est clair. Tesla, celle-là, elle doit rentrer en portefeuille. C'est indéniable. Apple, on va regarder la tronche aussi. Ouais, bon voilà, vous voyez, Apple, vraiment, ça passe pas. Hein. Ça passe vraiment pas. C'est tant des gaps aussi, on vient les refermer. Donc, ouais, non, moi franchement, là, on est sur les targets de break. On est sur des zones qui, ça déclenche ici sur Apple. On est venu tester des zones techniques. Ça peut aller un peu plus haut. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on peut effectivement, il y a éventuellement un petit relais aussi encore sur Apple. Mais là, honnêtement, dès que ça refranchit des supports, Apple, c'est terminé, c'est game over. Et là aussi, je vous ai dit, il y a 20-30% de baisse à faire là-dessus. Hein. Donc encore une fois, si Wall Street veut chuter, vous savez direct chez qui ça va taper. Hein. Les small et mid cap, pour moi, restent haussières. Ce qui fait que... pardon. Oui, pour moi, le contexte small mid cap, ça reste bien orienté et c'est ça qui tire un peu la cote à Wall Street. Et c'est sur ça d'ailleurs que se basent les permabulls, parce qu'en général, quand vous avez un bull run dans les equity qui est massivement suivi par les small et mid, c'est toujours, on prend ça comme un très bon signe de force de l'économie américaine et compagnie. Voilà. Mais encore une fois, les indices, quand vous les achetez, vous achetez pas de la small et mid cap. Par exemple, vous achetez un Dow Jones, vous achetez que du blue chip, vous achetez que du gros. Le S&P 500, même chose. Il y a des plus petites, il y a pas de mid cap dans le S&P 500. Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout en termes de pondération, ce qui fait bouger le S&P, c'est de la big cap, quoi, de la giga cap. Imaginez-vous que si toutes les giga cap elles lâchent 20%, mais les indices, même si les small et mid cap restent en performance haussière, les indices se feront démonter la tronche. Voilà, hein. Donc il faut être très 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 prudent quant aux stratégies de trading pour l'instant. Voilà. En tout cas, les stratégies de trading acheteuses me semblent extrêmement dangereuses. On regarde Nvidia qui, pareil, hein, voilà, ça plafonne, ça veut pas. Même chose, hein, je vous dis, Nvidia, ça repasse sous le niveau de break, c'est game over. Hein. C'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est terminé. Et si c'est terminé, c'est pareil, même chose, des 20-30% de dégueulage à la baisse. Et autant vous dire qu'on aura une belle réplique de janvier. Hein. Et là, ça ira plus loin sur celle-là. Voilà. Donc on verra tout ça, mais moi je reste vendeur encore une fois, mais patient. Il faut pas. J'en vois certains d'entre vous qui commettent cette erreur, qui vous coûtera très cher si vous la faites dès aujourd'hui, et si vous continuez, et même si ça devait bien se passer aujourd'hui, si vous répétez cette erreur dans le futur, ça vous coûtera très cher un jour ou l'autre. Quand on spécule, on ne met pas de levier. J'ai été très précis sur ce truc-là. Toutes les ventes indicielles pour l'instant, de même que les ventes des actions américaines, ont été faites dans des scénarios ultra spéculatifs avec des leviers qui vont avec. Si vous vous amusez à dire Phil a une énorme confiance depuis des mois, allez j'y vais, je fous all-in, vous commettez une énorme erreur parce que moi je ne fais pas all-in du tout. Hein. Et encore une fois, si derrière vous venez pleurer parce que vous dites ah putain mais Phil s'est planté, du coup je suis ruiné, c'est de votre faute. Moi j'ai pas commis cette erreur-là. Moi si je me plante, je serai tout sauf ruiné. Hein. Mais vraiment tout sauf ruiné. Voilà. Donc faites bien attention à ne pas commettre cette erreur-là. Et alors surtout pas venir pleurer derrière, parce que si ça devient invalidé et que vous avez perdu une partie de votre capital monstrueux, enfin une grosse partie de votre capital à cause du scénario, soyez conscient que l'erreur c'est vous qui l'avez commise, pas moi. Moi j'ai fait mon job, je partage gratuitement ce que je fais, mais il faut être conscient qu'il faut respecter les règles que je vous donne avec. Les règles, c'est qu'avec tout ce que moi je trade, tant que j'ai pas dit le trade est validé, il ne faut pas mettre de levier. C'est impossible de faire ça. Voilà. Si vous vous dites « Ah, il est super confiant, je le sens bien, il a l'air confiant sur son truc, il maîtrise bien son délire, allez, j'y vais et moi je mets plus d'argent. » Non, voilà, vraiment pas. C'est une erreur qui vous coûtera très cher, tôt ou tard, même si aujourd'hui ça devait bien se passer. Voilà. Et vraiment, moi, ça me touche, si vous voulez, quand vous m'envoyez un mail derrière pour me dire « Ouais, putain, tu fais chier, Phil, à cause de toi, j'ai perdu du pognon. » Ouais, mais bon, il faut être conscient quand même que moi, je ne suis pas là pour vous faire perdre de l'argent. Si vous perdez de l'argent, d'une, c'est de votre faute, d'abord, parce que si vous ne respectez pas les règles, c'est pas moi, si vous voulez, j'ai pas de problème de conscience avec ça, mais ça me fait jamais plaisir de lire le mail d'un mec qui, parce que j'ai raté un scénario, lui s'est fait ruiner. Enfin, pas ruiner, mais en tout cas a perdu beaucoup d'argent. Voilà. Ça m'arrive d'en recevoir des mails comme ça, parce qu'évidemment, moi, je rate des scénarios. Je ne suis pas magicien, je vous l'ai dit. Je ne sais pas ce que le marché va faire. Je ne fais que spéculer. Mais il faut bien être conscient que si vous êtes dans ces cas de figure, celui qui est fautif, c'est pas moi. Voilà, moi, ce que je fais, je le fais depuis des années et je continuerai encore dans des années. Et je ne perds pas d'argent, moi, dans les marchés. Mais parce que je le fais en respectant des règles. Si vous jouez le même jeu que moi sans respecter mes règles, il va de soi que vous allez droit dans le mur. Mais il ne faut pas m'en rendre responsable derrière. Hein. Ça, c'est très important.
Allez, on termine l'émission du jour avec les questions, et, parce que là, ça fait quand même 48 minutes, et il va falloir que je me bouge de faire l'émission américaine. Donc, allons-y. Très bien. Parfait, Nico. Très, très bien. Tu vois, en fait, quand tu as ce genre de truc, déjà d'une, pour moi, tu fais un pas dans le vrai trading. Tu sors de ce truc-là qui est très mauvais, en fait. Vous êtes tous rentrés sur les cryptos. Et vous avez tous commencé à appréhender le marché au sein d'une bulle, puis d'un crack. Et vous pensez, je pense pour la plupart d'entre vous, que c'est ça le marché, alors que c'est vraiment pas ça. Et c'est en vous intéressant aux autres marchés que vous verrez qu'au final, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est qu'un tout petit bout du marché, c'est qu'un tout petit bout de la psychologie réelle du marché. Donc prudence. Voilà, prudence, mais je lis la prudence dans ton message, et dans ce cas-là, je pense que tu as tout compris. Et tu es dans le mindset, tu es dans la psychologie qui est positive pour avancer dans le trading. Donc voilà, je te mets pouce bleu, hop, bravo. Donc c'est important, voilà, de comprendre que vous ne comprenez rien, en fait. C'est ça qu'il faut que vous... C'est très difficile, en fait, d'admettre qu'on comprend rien, parce qu'en général, quand on commence, on apprend beaucoup de choses et on a l'impression de comprendre très vite. Mais il faut comprendre que, justement, vous comprenez que dalle, et qu'il y a énormément de choses à apprendre, et que le chemin est long, et que si vous y alliez tête baissée, avec beaucoup de certitude, vous allez vous péter les dents. Alors que si vous y allez doucement, en comprenant qu'il faut apprendre les choses, qu'il faut y aller pas à pas et élargir votre champ de vision dans les marchés, si vous comprenez ça, c'est un très très bon chemin que vous êtes en train de prendre. Alors, oui, pour moi, je mets tout dans le même bateau. Maintenant, je pense effectivement que le Nasdaq, c'est probablement l'indice qui s'en prendra le plus plein la gueule dans la phase de baisse. Mais moi, j'ai pris mon choix sur le S&P 500 à cause des signaux. Voilà. Parce que les signaux, je les ai sur le S&P 500. Alors, ce ne sera pas nécessairement celui qui baissera le plus, mais c'est celui qui, pour l'instant, moi, me donne les signaux les plus utilisables. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Maintenant, c'est un pur... il va de soi que, de toute façon, si ça baisse à Wall Street, tous les indices vont baisser et je récupérerai un gain sur le S&P. Peut-être pas en ayant vendu celui qui baissera le plus. Ce n'est pas nécessairement ce qui m'importe. Voilà. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, ce n'est pas la magie de vendre en haut, acheter tout en bas. C'est de trouver des cadres qui respectent ma stratégie. Étape 1, 2 et 3. Quand j'ai étape 1, 2 et 3, je trade. C'est aussi simple que ça. Parfois, je vais choper l'actif qui baissera le plus, parfois pas. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est pas très important. C'est pas là que c'est important. Ce qui est important, c'est d'avoir un cadre et faut toujours moduler un peu les choses, mais il doit y avoir un cadre très strict dans lequel vous ne débordez jamais. Voilà. Et moi, ce cadre-là, c'est la stratégie que je vous inculque depuis des mois. Hein, et vous voyez que c'est toujours la même chose. À plat en fin de... non, alors on n'est pas encore en fin de crash, hein, je ne pense pas. Mais on est sur une zone charnière où malheureusement, je commence à voir des choses très très inquiétantes qui m'invitent à penser qu'on risque de ne pas tout de suite déclencher à la baisse et qu'on pourrait très bien voir un nouveau mouvement spéculatif haussier, horizon plusieurs semaines, juste pour emmerder le monde, parce qu'encore une fois, les particuliers vendent un support. Non. Alors, je pense pas que ce sont des manipulations gouvernementales. En fait, la main invisible, c'est le QE. C'est que de toute façon, quand il y a 50-50, c'est ce que je vous expliquais. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on prend de toute façon le chemin acheteur parce qu'on se dit, bon, de toute façon, il y a de la liquidité qui arrive, donc ça crée de l'inflation sur le prix des actifs. Parce qu'il faut bien être conscient, les QE, en fait, c'est tout le monde qui paye ça. Ça, si vous voulez, ça affaiblit la force relative de la devise. Donc, en fait, c'est tout le monde qui paye ce prix-là. C'est-à-dire que quand la zone euro fait un QE, c'est l'euro qui perd sa valeur, donc c'est tout le monde, c'est nous qui payons les QE en fait, de manière indirecte encore une fois, en termes de valeur relative, c'est nous qui payons les QE. Mais le problème, c'est que le QE, l'argent, il n'est pas distillé dans l'économie réelle, parce que cet argent-là, il circule que dans le marché financier. C'est ça le gros problème du QE, c'est que c'est un facteur de fracture sociale absolument énorme, parce qu'il y a très peu de gens qui sont investis sur les marchés financiers. Je veux dire, la plupart des gens, moi mes potes, leur salaire, ils ne vont pas l'investir sur les marchés financiers, ils payent leurs factures avec et ils vivent. Et eux, on n'augmente pas leur salaire. Par contre, les boîtes qui les embauchent, elles ont leur capitalisation qui augmente, et elles versent toujours plus de dividendes et compagnie. Donc c'est du pognon qui tourne dans la sphère financière et qui augmente du coup de facto la fracture sociale, parce que tout le monde devient plus pauvre, et seulement ceux qui sont investis sur les marchés financiers deviennent plus riches. Enfin, eux seuls bénéficient de l'inflation qui est amenée par le QE. Donc c'est problématique.
Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, bon, que ce système-là, il arrive un peu au bout de sa chaîne, mais encore une fois, cette main invisible, elle est toujours en action sur le marché, puisque comme on injecte du pognon, ça crée de l'inflation. Il y a plus d'argent, donc les prix doivent monter. C'est aussi compliqué que ça, c'est aussi simple que ça, en fait. Et la main invisible, c'est tout simplement les injections monétaires. Il y en a encore, donc quand il y a 50-50, c'est toujours la hausse qui l'emporte, parce que, à défaut, quand on ne sait pas quoi faire, on se dit, bon, bah, de toute façon, comme les monnaies valent toujours moins, bah, les prix doivent toujours monter, donc on fait monter les prix. Et faire monter les prix, ça fait monter les actions, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et en plus de cette petite bulle de liquidité qui est injectée par tout ce crédit, c'est du crédit en fait, le QE, c'est comme du crédit. Et toute cette bulle de liquidité, elle est en plus concentrée dans des secteurs très fermés, qui sont les actions. C'est-à-dire que la plupart du QE, aujourd'hui, ça a permis à acheter des actions. Mais le problème, c'est que derrière les entreprises, elles ne montent pas les salaires, ou très peu, et elles n'investissent pas, ce qui fait que ce pognon, il reste à Wall Street, et il reste entre les investisseurs, qui se filent des dividendes pour acheter encore plus d'actions, faire monter les prix, donc encore plus de capitalisation, donc encore plus de dividendes, donc encore... Voilà, vous avez compris le principe. C'est le serpent qui se mord la queue. On va toujours plus haut, toujours plus vite, mais toujours avec le même pognon qui tourne toujours dans les mêmes cercles. C'est ce qu'on appelle former des bulles, hein. Et évidemment, le jour où le schéma arrête, la bulle éclate, et évidemment, on se rend compte qu'on s'est bien fait niquer pour ceux qui ont acheté tout en haut, évidemment, hein. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut plus acheter les actions. Il faut vraiment plus en acheter. Si ça monte, c'est pas grave. Ça monte sans vous, mais il ne faut pas prendre le risque d'acheter des actions aujourd'hui. C'est complètement fou. Ou alors à très court terme, il ne faut pas du tout faire de spéculation à dire les actions montent, alors du coup, bah voilà, j'achète un peu d'ETF ou des SICAV et compagnie, et c'est pas grave, voilà, et je fais un investissement à 2 ou 3 ans. Non, dans 2 ou 3 ans, les prix seront plus bas, hein, faut être clair là-dessus. Donc aujourd'hui, ces stratégies-là, il ne faut pas les mettre en place, surtout pas. Alors je peux te donner l'avis EURUD, alors il n'y a pas de souci. Désolé. Lorsque l'on place sur le graphique Bitcoin, puisque le RSI est encore loin d'avoir atteint les 30, n'est-ce pas un signe plus significatif que le crack n'est vraiment pas terminé? Mais je pense que le crack n'est pas terminé, hein, qu'on soit bien clair, je pense que le crack n'est pas terminé. Et je te réponds donc cette fois, il n'y a pas de souci. Pour le gold, j'ai lu un article, sa fortune dans l'or physique et le cours n'a pas bougé. Manipulation. Oui, bon, bah, évidemment, c'est le gold papier. D'accord, c'est de toute façon manipulé depuis des années, on le sait, mais encore une fois, c'est pas manipulé volontairement. Le mot manipulation, il est souvent mal interprété. Manipulation, moi j'appelle ça distorsion, c'est-à-dire que dans un marché réel, normalement, le prix du gold devrait monter, mais pour l'instant, il ne monte pas. Enfin, il devrait monter, il ne devrait pas monter, mais en tout cas, il n'aurait pas dû baisser autant. Donc, c'est quoi? Ben, ça veut dire que quelque chose agit sur le marché, c'est tout simple. La chose qui agit sur le marché, c'est que vous achetez du XAU USD. Le contrat de gold que vous achetez en papier, il est indexé sur le dollar. Donc c'est le dollar le problème en fait. C'est aussi simple que ça. La manipulation, elle se fait autour du dollar. Mais c'est pas une manipulation. Voilà. Encore une fois, c'est pas des manigances. C'est juste que effectivement, comme le dollar est un petit peu vraiment fortement spéculé, et qu'il est très recherché, mécaniquement, ça fait pas monter le contrat de gold. Voilà. C'est simplement ça qu'il faut vous dire. Mais c'est encore une fois une histoire de contrat. Allez, euro AUD, ça fait 1 heure de vidéo. On va se bouger quand même un peu. Euro AUD. Alors moi, théoriquement, là, si tu veux, dire euro AUD comme ça, comme je vois quand même effectivement un euro baissier et un AUD plutôt haussier, ça me paraît pas mal comme choix technique, comme choix stratégique. Ça me paraît pas mal du tout ton truc. Effectivement, en termes de choix, c'est pas mal. Donc allez, on va faire, encore une fois, celui-là, je ne l'ai pas analysé. Donc on va faire l'exercice ensemble de analyser en pur respect de la stratégie. Donc il faut dézoomer pour avoir une idée de ce qui se passe. D'accord ? Donc là, on fait quoi? On est sur un actif qui est plutôt en range depuis 2014. Tu vois, ça oscille, ça casse la résistance, mais ça ne poursuit pas, ça casse le support, mais ça ne poursuit pas. Donc on est bien ici, pour moi, dans un range. Donc j'ai envie de dire, la stratégie globale, c'est de prendre le point bas au point haut. Rappelle-toi, la stratégie globale, le but dans le contexte, c'est de passer rapidement pour déduire quel est le contexte du marché. Je vous rappelle les choix, donc c'est tendance haussière, baissière, range haussier, range baissier, range neutre, et patati patata, et bulle, crack ou manipulation. Donc là, tu n'es pas dans un marché manipulé, tu n'es pas dans un marché en tendance, tu es dans un marché en range, et j'ai envie de dire, tu es dans un marché en range plutôt baissier, puisque effectivement ici, quand tu regardes à long terme,
effectivement, bam. C'est d'abord la dernière grosse phase, c'est une phase de dépréciation qui nous a amené de 2 jusqu'à quasi un 20. Donc plutôt baissier. Voilà. C'est-à-dire que la probabilité de sortie de ce range, pour moi, c'est plutôt bear. Maintenant, je vais le traiter comme un range purement neutre et rien de plus. Voilà. Donc ça, c'est notre contexte global. Donc le premier truc que tu te dis, déjà, effectivement, il y a un stop à mettre ici. Hein. Voilà. C'est le maximum que tu peux faire sur ce trade-là. C'est-à-dire que là, si ton stop il est plus haut que ça, on n'est pas d'accord, toi et moi. Donc ça, c'est l'invalidation la plus lointaine. Ça, c'est la target maximale. OK. Et donc, on va mettre la zone neuneu dans laquelle il ne faut pas trader. OK. Donc ça, c'est trading neuneu, impossible de trader là-dedans. OK. Donc là, c'est bon. Tu as ton contexte. Maintenant, on passe en 2 heures. Il faut trouver un cadre technique. Alors, on va essayer de trouver un cadre technique rapide ici pour essayer de voir si c'est bull ou bear. Moi, je pense que c'est plutôt bear là. Hein, voilà. Mais effectivement, on sait que c'est plutôt là que c'est très intéressant de vendre. Donc, il faudrait être patient, peut-être attendre éventuellement un repli. Hein, ce n'est pas garanti, mais effectivement là, on peut y avoir un effet de pullback. Donc, on a essayé de voir la structure. OK, donc ici, on voit bien une impulsion baissière. Ça fait une vague 1, une vague 2 dynamique, une grande 3, 4 et 5. Avec un beau exit en bas, tu ne peux pas faire mieux que ça. Hein, voilà. Donc là, tu as bien ce schéma-là de vague. Bon, encore une fois, j'utilise les projections Elliotistes, mais vous utilisez ce que vous voulez. Hein, voilà. Pour moi, ça fait ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, tu vois qu'on a terminé la première impulsion baissière. Quand tu reviens en daily, là, c'est juste pour avoir le range. Hein. Donc normalement, on baisse en 2 vagues, c'est-à-dire qu'on fait A, B, C. Okay, là, tu vois qu'on pourrait être dans un décompte de degrés supérieur, c'est-à-dire ici, sommet, 1, 2. Là, du coup, on aurait terminé une 3. On sera en train de chercher une 4 pour faire une 5. Donc, il resterait éventuellement un potentiel baissier pour aller chercher un des supports qui se trouve plus bas. Pourquoi pas, effectivement, ça. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement jouer ce scénario-là et essayer de jouer le milieu de la zone trading neuneux. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense qu'il y aurait éventuellement une petite vente de type 4-5 à jouer sur ce scénario-là. C'est ça qu'on pourrait essayer donc de mettre à profit dans ce truc-là. Maintenant, il faut confirmer avec donc un cadre technique local, ici. Donc ça, ce serait notre décompte supérieur. Voilà. Le décompte qu'on essaie de mettre à profit. Donc là, tu sais qu'il te faut 2 vagues de hausse. Tu vois qu'il n'y en a qu'une. Hein. Ça, c'est une impulsion haussière. Là, on est probablement en train de faire la vague B. Il faut donc attendre une vague C. Donc là, c'est trop précoce. Tu ne sais pas, en fait. Dans la structure de consolidation, tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Encore une fois, tu as plusieurs options. Hein, je te rappelle, la première, c'est de spéculer sur ABC, parce que c'est la plus courante. Okay, mais ce n'est pas garanti. Hein, voilà. Et tu peux très bien, effectivement, avoir, pour une raison X ou Y, un ABC. Moi, je ne pense pas. Hein, voilà. Mais normalement, un truc comme ça. Rappelle-toi que tu peux également avoir la structure ABCDE. C'est-à-dire que là, tu es emmerdé. Tu vois, si la structure, c'est A, qu'on revient ici pour une vague B, C, D, E. Donc voilà, tu vois, ça fait plusieurs structures de consolidation. Donc je pense que là, pour trader, il n'y a pas de timing, parce qu'il n'y a pas encore le cadre technique. Je pense que là, tu es en consolidation, mais tu n'as pas encore assez d'informations pour savoir quel sera le type de consolidation. Je pense que le prochain trade à prendre, c'est de choper la vague 4. Mais la vague 4, elle peut se terminer sur un point C d'un ABC, elle peut également se terminer sur un point E d'un triangle, ou sur toute forme de consolidation complexe derrière. Donc là, moi, je pense que ce n'est pas possible de trader pour l'instant. Il faut attendre d'avoir la prochaine vague, la vague B. Et après, on pourra voir si ça se dirige plutôt sur un ABC, sur un triangle ou autre. Mais pour l'instant, pour gérer le risque, il faut être patient. Voilà. Je pense qu'il faut attendre de former une résistance. Tu as un support. Là, tu as des signaux acheteurs. Il faut attendre de trouver la résistance. Savoir si on va un peu plus haut, savoir si on retourne, casser le cycle bullish. Voilà. Mais là, pour moi, tant que tu es au-dessus du cycle bull et que tu n'as pas trouvé un cycle vendeur, c'est trop tôt, c'est trop précoce de donner un cadre à ce marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en gros, tu attends qu'on ait formé une résistance. Quand on aura formé une résistance, tu pourras probablement faire ça. C'est-à-dire que là, en plus, si on a un schéma ABC, ça fait 1, 2, 3, 4, il manquerait une petite impulsion haussière. Donc tu vois, ta vague A, elle est peut-être même pas encore terminée. Donc là, comme tu es dans une consolidation, il faut vraiment avoir des infos solides pour trader dans un range. Pour l'instant, je pense que tu n'as pas suffisamment d'informations, donc j'attendrai. Ah ben voilà, tu vois. Si le TP là, il s'imprime tel qu'il est à la clôture de cette bougie, tu pourras te dire que ta vague A, elle est terminée ici. Tu pourras mettre ton range là, et tu pourras te dire effectivement, trader le range, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, tu joues ta petite vente ici, tu sécurises quand tu arrives dans la zone neuneu, et si ça atteint la zone bleue, tu prends ton gain.
Tu vois? Mais dans ce cas-là, tu trades un range. Tu sais que tu cherches à vendre plus qu'à acheter, mais là, tu es dans un range, donc tu vas vendre et racheter rapidement. Mais il te faut l'information du TP là. Tant que tu n'as pas ça, c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas matérialiser ta résistance. Et si tu ne peux pas matérialiser ta résistance, tu ne peux pas borner ton range. Voilà. J'espère que, en tout cas, cette question, cette application bête et méchante de la stratégie t'aura donné des informations. Donc pour l'instant, tu ne peux rien faire. Il faut attendre d'avoir une résistance formée et validée. Là, elle sera validée puisque tu as bien la confirmation du momentum qui est déjà là. Mais tu n'as pas encore sine wave qui valide ce TP. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Bon appétit vu l'heure qu'il est. Et à demain.